Germaine avait bien du mal avec son fils Jean. Oh, c'était un brave garçon, il aimait sa mère de tout son cœur, il essayait de rendre service, mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de lumière à tous les étages. Des histoires aussi surprenantes les unes que les autres ont été débutées sur son compte. Je vais vous en raconter quelques-unes. Jean va chez le forgeron chercher 2 roues qui sont affairées. Notre Jean met les 2 roues sur ses larges épaules et arrive à la maison exténué. Mais mon garçon, t'aurais dû prendre une corde, l'attacher à l'essieu qui relie les 2 roues et tu l'aurais traîné sans difficulté. Ah oui, moi. C'est la moisson bientôt et nous allons avoir des ouvriers. Ce serait bien que tu ailles chez le boucher chercher un carré de bœuf. Jean attache le carré de bœuf à une corde et le traîne sur la route. Arrive à la maison, mais mon pauvre garçon, qu'est-ce que tu as fait encore? Elle est fichue là-dedans. Tu aurais dû prendre un sac, la mettre bien le sac dedans, quitte à la couper en 2. Ah oui, non, je saurai pour la prochaine fois. C'est avec toi des pommes de terre. Et Germaine a besoin d'un grand panier. Arrivé chez le panier, Jean coupe le panier en 2 et le met dans son sac. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Si tu avais voulu mettre le panier dans ton sac, il suffisait de couper les 2 sens et je les aurais fait remettre par le premier marchand de panier venu. Ah oui, non, je saurai pour la prochaine fois. Les lapins du clapier sont trop vieux et il faudrait acheter une 12aine de lapins. Va donc à la foire en acheter. Ah, il les choisit bien de nu et avant de les mettre dans son sac, il coupe les oreilles des lapins. Résultat, les lapins sont morts. Mais espèce de trip idiot, qu'est-ce que tu m'as fait? Attends, maman, je vais t'expliquer. Voilà, j'ai trouvé que les oreilles du lapin étaient trop longues, je les ai coupées en pensant que le premier marchand de panier venu me les aurait remises. Quand elle a entendu ça, la pauvre mère, elle en serait morte. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il est tellement bête. Bravo, Jean. Bravo. Tu nous fais le suite. Je vous ai écrit la suite. Jean, attends la suite. La deuxième. Attendez, la deuxième. Et maintenant, allez, on se lance. Bon, alors que j'y aille. J'y vais. Taoulin est peintre. C'est un peintre chinois. Il faut imaginer, avec son pantalon à coton blanc, sa vareuse blanche, ses longs cheveux noirs qui tombent dans le dos en forme de tresse. Et Taoulin, il peint toute la journée. Au départ, il peignait des paysages comme les aiment les Chinois, de hautes montagnes, enturbanées de vapeur, des nuages, des petits ruisselets qui se rejoignent, qui forment des cascades. C'est tellement bien rendu qu'on croirait entendre le fracas de l'eau sur la roche. Et puis, les flancs de la montagne s'adoucissent, les torrents deviennent rivières, et puis rivière tranquille qui coule dans une prairie au flanc du Tibol. Mais, petit à petit, son art va changer. Parce que il y a de la demande. Il y a de la demande de portraits. Il faut dire qu'à l'heure où je vous parle, ou qu'à l'époque de Taoulin, plutôt, la photographie n'existait pas. Donc, quand les gens voulaient un souvenir d'un événement exceptionnel, une naissance, un mariage, alors on demandait à Taoulin de faire des portraits.
Vous allez me dire qu'avec tout le travail qu'il a là-bas, il devait être riche. Pas du tout. Taoulin ne se faisait pas payer. Donc il vivait très simplement dans une espèce de, je vous dirais, bungalow. Vous voyez, avec des troncs d'arbres pour les murs, et puis, comme toit, un toit de palme. La pièce principale, c'était son atelier, avec les chevalets. Et il peignait. Et il était réputé dans toute la province du Yunnan. Elle est grande, la province du Yunnan, au sud de la Chine. Et comme il ne se faisait pas payer, les gens, quand même, qui venaient réclamer leur portrait, apportaient quelques argent spontanément ou des plats tout cuisinés. Et alors, ils pouvaient inviter les parents, les amis, les voisins. C'était une vie tranquille, une belle vie. Ça aurait pu durer longtemps, et ça a duré. Mais un jour, alors que Taoulin est en train de faire le portrait d'une jeune fille qui allait se marier, voilà que la porte s'ouvre violemment derrière lui, et voilà la mort qui arrive. Et qui dit, Taoulin, c'est ton tour. C'est ton jour. Suis-moi. Taoulin, sans se départir de son calme, le regard qui allait de la jeune fille à la toile, de la toile à la jeune fille, ne s'est pas retourné. Il a juste répondu, non, je ne te suis pas. Tu vois bien que je suis en plein travail. La mort s'approche. Elle jette un coup d'œil sur le portrait. Et c'est tellement beau ce qu'elle a vu, tellement merveilleux, que toute penaude, elle est repartie. D'où elle venait. Et d'où venait-elle? Elle venait de l'Empire des morts, gouverné par le prince des ténèbres, celui qui juge les morts à mesure qu'ils arrivent. Si vous aviez mené une vie honnête, loyale, sans faire le mal, vous alliez au paradis. Mais si vous avez menti, si vous avez été déloyal, si vous avez manipulé autour de vous des personnes pour arriver à vos fins, si vous avez exploité votre prochain, à l'enfer. Alors qu'à la mort se présente à l'Empire des morts sans Taoulin, le prince des ténèbres lui demande tout de suite, et Taoulin? Ne t'avais-je pas commandé Taoulin aujourd'hui? Et la mort dit, oui, mais c'est que il n'a pas voulu venir. Comment? Il n'a pas voulu venir? Et pourquoi donc? C'est qu'il est en train de faire le portrait d'une jeune fille. Et c'était tellement beau. Je crois qu'il faudrait lui laisser quelques délais. C'est bon, je te donne 8 jours. Je vous donne 8 jours. Et tu me le ramènes. Pour de bon cette fois-ci. 8 jours se passent. Et la mort retourne chercher Taoulin, qui, cette fois-là, l'attendait sur le seuil de son atelier. Dans une tenue blanche, impeccable. Ses cheveux
avaient soudainement blanchi, eux aussi. Et Taoula me dit, tu vois, je t'attendais, je te suis, je t'emboîterai pas. Et les voilà partis, tous les deux, à l'Empire des Morts. Là, le prince des ténèbres, il n'est même pas content du fait que Taoula lui avait résisté la première fois. Sa justice n'a pas été aussi expéditive. Le ciel, l'enfer, non. Taoula, je te propose un contrat. Le voici. Si pour chaque nouveau-né, tu arrives à faire le portrait et que pour chaque nouveau-né, le portrait soit différent, alors là, le paradis t'est acquis. Taoula, il est content. N'oubliez pas que sa passion, sa raison de vivre, c'est la peinture. Et il se met au travail, qui ne manque pas. Et effectivement, pour chaque nouveau-né, il fait un portrait, il fait le portrait, et aucun des portraits ne se ressemble. Ils sont tous différents. Et savez-vous pourquoi? Parce que Taoula, lorsqu'il peint, il a déjà dans la tête la projection de l'adulte que le bébé sera plus tard. Eh bien, et alors, regardez-vous. Vous êtes tous différents. Un instant de repos. Un instant de repos. Calmement, je m'allonge sur la pelouse verdoyante. Attentivement, je regarde les flots lointains. Pas besoin de... Pas besoin d'aller dominer les flots furieux et pas besoin de me charger de marchandises. Un instant de repos. Un instant de repos. Un instant de repos, c'est un texte écrit par Ré Ifu, peintre chinois, que nous avons eu à Rennes jusqu'en 2008. Et pour ceux qui voudront, j'ai apporté un album, La Bretagne, vu par un peintre chinois, qui est la reproduction de ces tableaux. Très beau. C'est très très beau. D'accord. C'est mon tour de vous raconter l'histoire d'un gros paysan de la Mayenne qui vit dans le village de Fougerolles, plus exactement le hameau du Poteau. Ça se passe pas trop mal pour notre paysan qui s'appelle Roger Lesta. Il savoure la vie comme un honnête travailleur. Et il a 12 solides gaillards comme enfant. Et lui-même est assez costaud encore pour son âge. Et sa femme va accoucher le lendemain.
de son 13e enfant. Le lendemain matin, lorsque sa femme a accouché, aidée par les femmes du hameau, Roger est heureux, soulagé que ça se soit bien passé, mais il y a quand même quelque chose qui le chagrine. Il prend son enfant et se rend compte qu'il n'est pas plus gros qu'un chaton. Un peu chétif, pas comme ses frères. Alors, il se met en tête que pour que sa vie se passe bien, il lui faudra un parrain, le meilleur des parrains. Quelqu'un d'honnête, quelqu'un de juste, le plus juste des parrains. C'est alors qu'il se met en quête de ce parrain le plus juste. Il commence par réfléchir à des solutions locales. Il se dit que peut-être ses voisins pourraient être le parrain de son enfant. Alors il pense à son premier voisin et se dit que non, celui-là a déjà essayé de lui voler des poules une fois, ça ne fonctionnera pas. Elle pense à un deuxième voisin, mais il arrive à ce voisin d'aller de temps en temps au troquet le dimanche après la messe et de jouer aux cartes. Il paraît même qu'il triche. Et il a un troisième voisin dans son petit hameau, mais ce voisin lui aussi joue aux cartes, lui aussi triche, lui aussi joue au troquet, et ça pendant la messe. Auprès de sa femme, ça ne passera pas. Alors il se dit qu'il ira demain dans le bourg de Fougerolles pour trouver, cette fois, un parrain au-dessus de tout son. Le lendemain matin, il prend donc son bâton et se rend à quelques lieues de là, au village de Fougerolles. Et dans le village de Fougerolles, pendant qu'il faisait la route, en fait, il a déjà pensé à un certain nombre de personnages. Alors, il s'est dit, les personnages les plus en vue, en général, c'est quand même les gens importants. Les gens importants, il y a des chances qu'ils soient de bons candidats. Il a pensé au maire du village, qui est aussi le juge de paix. Et il s'est dit que le juge de paix, de temps en temps, préparait ses jugements à l'avance. Ça ne collerait pas. Il a pensé au curé, évidemment. Peut-être que sa femme lui avait soufflé. Mais le curé était lui-même, de temps en temps, discutable dans sa façon de travailler, puisqu'il mettait l'enfant du maire, du juge de paix, au premier rang lors du catéchisme, alors que cet enfant était de la vie de tout le monde un niveau. Ce n'est pas non plus. Alors, faisant le tour comme ça de chacune des personnes, chacun des candidats à Fougerolles-du-Plessis, chaque fois il y avait quelque chose qui clochait pour Roger. Donc, il lui restait un espoir. Il a repris son bâton, il est retourné au poteau, dans son petit hameau, et sur le chemin du retour, il s'est dit que c'est à Fougères qu'il trouverait la solution. À Fougères, qui était une grande ville, forcément dans une grande ville, il y avait suffisamment de personnes pour trouver le parrain pour son fils. Et puis, Fougères, c'est en Bretagne, c'est bien connu, les Bretons sont de fervents pratiquants, bien catholiques, et ça devrait jouer en la faveur de Roger pour l'aider à trouver quelqu'un. Et puis ce sont aussi des durs travailleurs, donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Ou au moins que ça se passera forcément mieux qu'en Mayenne. Alors, il prend son bâton le troisième jour. Il prend son bâton et cette fois-ci il part pour une longue marche vers Fougères. Et chemin faisant, il réfléchit un petit peu à ce qu'il va voir, dans quel endroit il va pouvoir aller. Il se dit que c'est certainement en ville, là où les maisons sont les plus importantes, au milieu des remparts de Fougères, qu'il trouvera la solution, probablement pas chez ces pauvres gens à qui on ne peut pas faire confiance. Donc, il arrive au milieu de la ville de Fougères, et au milieu de la ville de Fougères, il trouve, pas très loin du château, le palais de justice. Et quand il voit écrit palais de justice, il se dit c'est forcément ici que je vais trouver un palais de justice.
Il entre et il assiste au spectacle suivant. 9 juges sont assis, habillés en robe noire, avec des perruques frisées, et ces 9 juges sont autour d'un mendiant. Et ils s'assoient pour assister au procès. Et au moment du jugement, le mendiant se voit condamné à 5 ans de prison pour la simple et bonne raison qu'il a mendié dans la rue à Fougères. Roger s'en va dégoûté. Un juge ne pourra pas non plus être le parrain de son fils. Il n'a plus de solution. Il reprend son bâton. Il est déjà tard. Il se dit qu'il va rentrer tout de même à Fougerolles, au poteau, et il commence son long chemin du retour. Ce chemin est effectivement très long, et au bout d'un moment, il traverse un bois et commence à trouver le temps, et il voit un étranger arriver de l'autre côté du chemin. Donc ils vont se croiser. Roger va en profiter pour faire un brin de causette, histoire de s'arrêter un petit peu, de souffler et puis de se distraire. Et plus il voit arriver cet étranger qu'il va croiser, plus il le trouve singulier. En effet, c'est quelqu'un de très grand pour la région, il y en a peu des comme ça. Il a le crâne luisant, il a des petits yeux enfoncés dans les orbites, un nez plein et un sourire plein de dents. Lui Roger ne se laisse pas alimenter, il salue l'étranger. L'étranger lui rend bien poliment son salut. Et Roger, pour engager la conversation, lui demande s'il n'a pas un peu de tabac pour bourrer sa pipe, puisque l'étranger lui offre bien volontiers. Roger bourre sa pipe, et pour continuer cette conversation, il dit écoute, moi je suis paysan, puis là je reviens de Fougères, et toi qu'est-ce que tu fais? Et l'étranger lui répond je suis faucheur, je vois ma faute. Bon, et t'as dit que Roger lui répond, mais t'as dit que les faucheurs ne doivent pas gagner énormément dans la région parce que t'as l'air de manger à la faim tous les jours. Le faucheur lui dit écoute, ne te fais pas de soucis pour moi, ça va. Et là-dessus, Roger lui dit et puis moi, au fait, moi je m'appelle Roger et toi? Et l'étranger lui répond moi, c'est la mort. Roger est pris de stupeur, de froid, mais rapidement, puisque c'est quand même un solide gaillard, il reprend ses esprits, il se dit mais c'est peut-être là une chance d'être tombé sur cet étranger, parce que qui de plus honnête, qui de plus juste que la mort, qui fauche le faible comme le puissant, qui fauche le riche comme le pauvre? Alors, il ne se démonte pas et lui pose la question écoute, la mort, est-ce que tu saurais, est-ce que tu voudrais être le parrain de mon dernier né? Et la mort accepte bien volontiers. Il se donne rendez-vous pour le dimanche suivant à l'église de Fougerolles-du-Plessis. Ce dimanche arrive. Alors, tout le monde s'habille correctement à Fougerolles, on essaye de montrer ses plus beaux amis. Et la mort arrive de chez elle. Elle a fait un petit effort aussi, elle a mis une robe noire un petit peu moins noire que d'habitude. C'est travaillé. Puis la faux, elle a pris la plus belle. Tout le monde rentre à l'église, le baptême se fait. Le curé est un peu étonné de voir cet étranger au fond, mais tout se passe pas trop mal. Et à la suite du baptême, vient le banquet. Au banquet, des litres et des litres de bière, de vin, de cidre sont servis. C'est la fête jusqu'à pas d'heure. C'est la fête jusqu'à minuit. Et à minuit, la mort qui a du boulot pour le lendemain dit à Roger écoute, je me suis bien amusé. C'était vraiment sympa ce petit banquet. Je suis content d'être le parrain de ton fils, mais là il faut que je rentre. Et Roger lui dit très bien, rentrons ensemble. Nous irons faire une petite prière dans les chapelles qui seront sur la route. Qui signifie dans le langage de José, aller boire une bière dans chaque troquet qui est provençal. Ils partent, ils
font cette petite prière dans chaque chapelle. Et arrivé devant la maison de la mort, Roger est curieux, il a envie de voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. La mort lui dit écoute, franchement, tu ne gagnes rien à rentrer, c'est une toute petite maison, il y a seulement un grand escalier. Mais Roger insiste un peu. Puis bon, il est curieux. Il est curieux, Roger, c'est surtout curieux. Donc, la mort lui ouvre, et puisque après tout c'est son nouvel ami, le fait descendre c'est ce seul escalier qu'il y a dans cette petite maison. Cet escalier est très long. La mort ne semble pas peiner pour le descendre. Bon, les jours, Roger, c'est sûrement parce qu'il manque un petit peu de souffle. Il met un peu de temps à descendre, mais les deux arrivent dans ce qui se trouve être une immense cave. Et de cette immense cave partent un nombre incalculable de galeries qui sont elles-mêmes traversées par des petites contre-allées. Et dans chaque contre-allée, il y a des étagères. Sur chaque étagère se trouvent des milliards de lampes à huile. Des lampes à huile en or, des lampes à huile en argent, en fer blanc, et même en terre. Les lampes à huile en or correspondent aux puissants, les lampes à huile en terre correspondent aux pauvres gens. Et pendant que Roger reste ébahi devant tant de petites lampes, tant de lumière, différentes les unes des autres, avec un éclat particulier, eh bien, la mort, elle, a recommencé son travail. Elle avait un jour de congé, ça lui arrive pas de temps en temps, mais maintenant il faut s'y remettre. Alors, elle prend sa pierre aiguisée et elle travaille sa faute, comme tous les soirs. Roger, lui, est de plus en plus curieux. Et il demande à la mort, dis-moi, est-ce que je pourrais pas jeter un œil là dans toutes ces lampes? Et la mort accepte volontiers. Et après que Roger a fait un petit tour dans ces lampes, il se demande quand même à quoi ressemble celle du curé, à quoi ressemble celle du maire, à quoi ressemble celle de son voisin. Alors, il va retourner voir la mort, et la mort lui indique la 53e allée, la 190e contre-allée, et c'est ici qu'il devrait trouver les lampes de sa commune. Très bien. Alors, après un bon chemin, parce qu'il faut y arriver quand même à la 190e, il tombe sur toutes les lampes et commence à lire les noms qui sont marqués en bas et à rigoler. Il voit que certains voisins qui avaient l'air en bonne santé sont finalement pas si bien que ça, et parfois il s'étonne aussi. Il voit que la lampe du curé, qui est un homme qui commence à être un petit peu âgé, un homme qui commence à être un petit peu bonhommant, qui a une vie très simple, il se fait que lire des bouquins, des drôles d'histoires, et à faire la messe de temps en temps. Il voit qu'elle brille d'un petit éclat. Il comprend que ce petit éclat correspond à une vie pas particulièrement riche, mais il se rend compte qu'il a beaucoup encore à vivre de cette vie. Et il continue son petit tour comme ça. Et d'un coup, il voit la sienne. Et dans la sienne, il reste pratiquement plus de vie. Il s'affole. Il retourne le plus vite possible vers la mort. La mort, elle, ne s'affole pas du tout. Elle continue à travailler sa faute. Je le vois arriver en courant. Et là, je lui dis, écoute, tu vas pas croire ce que je viens de voir. J'ai mis ma lampe et il ne reste pratiquement plus. Tu sais. Et je dis, bon, maintenant on est amis, on peut peut-être s'arranger. Je veux dire, à quoi tu penses? Roger dit, écoute, je sais pas, on pourrait peut-être en mettre un petit peu dans la mienne. Et au lieu que je la prenne, cette huile, ben, j'ai vu la lampe du curé par exemple, tu vois, ça ne bouge pas beaucoup, et puis il en reste plein, alors peut-être que. Roger, tu es un drôle de chrétien. Tu me proposes, moi, que tu as choisi comme parrain de ton fils, moi qui suis le plus honnête et le plus juste, de me corrompre, et en plus d'aller tirer de l'huile